L'histoire commence en nous présentant notre protagoniste principal nommé Mofun, l'élève le plus inutile et le moins bien classé sans aucun avenir en vue. Il était nerveux à propos de l'examen d'entrée auquel il devait participer, et ce n'était pas dû à un manque dans ses études, mais plutôt parce que le sujet portait sur la magie. Dans cette académie où il entre, tous les élèves de 3e vont bientôt entrer dans l'école de magie désirée. Mais pour cela, ils doivent réussir un examen exigeant. Mofun explique qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour étudier. Car il y a 3 mois, il dormait dans les montagnes, où il a été accueilli par un vieux mystérieux qui lui a donné un collier. Alors maintenant, ses camarades de classe l'ennuient toujours et se moquent de lui pour être celui qui a le plus de chances de ne pas réussir, et le font honte d'être le pire de la classe. Nous faisons ensuite la connaissance d'un garçon nommé Mobay, qui est le parfait opposé de Mo, Fun, et qui est le plus populaire de sa classe, également connu pour faire partie d'une famille spécialisée dans la magie de la glace. Après l'école, son père l'attend dehors et bien que son père ait toujours été très humble, et fasse tout ce qui est nécessaire pour le bien de son fils. Il s'inquiète toujours pour l'avenir de son fils car ses notes sont basses, et il n'a pas assez de points pour entrer à l'école de magie. Mais il dit à son fils qu'il lui a trouvé un emploi en tant que livreur, qu'il peut faire au lieu de magie. Mais Mofun implore son père et promet qu'il étudiera encore plus pour entrer dans l'école de ses rêves. Alors son père lui dit de ne pas s'inquiéter et dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'il entre à l'école de magie. En rentrant chez lui avec son ami, Mofun voit son père parler à son patron. Il est le chef de la famille Mo, qui sont les plus riches et les plus puissants de la ville. Cependant, cette famille a une personnalité humiliante, surtout envers la famille de Mofun. Au cours d'une scène de flashback, nous voyons qu'ils connaissent la famille Mo depuis assez longtemps. Et quand Mofun était plus jeune, il passait beaucoup de temps avec la fille de la famille Mo. Puis un jour, la fille a voulu s'échapper de sa famille, parce qu'elle n'est pas d'accord avec leur façon de faire. Alors elle sort en cachette et demande à Mofun de l'aider à s'enfuir. Cependant, ils ont été attrapés par le patron, et il a fini par punir le père de Mofun pour ses actions. Nous revenons maintenant au présent, et le patron a dit qu'il aiderait à l'avenir de son fils, et s'assurerait qu'il entre à l'école de magie, mais seulement en échange de leur maison et de leur hypothèque, afin qu'il puisse la transformer en ses terres. Son père accepte alors de renoncer à leur maison, juste. Ainsi Mofun peut avoir une chance de devenir magicien. Plus tard, quand il annonce la nouvelle à son fils, Mofun est ravi d'aller à l'école de magie. Mais son père ne mentionne pas le fait qu'il a dû renoncer à leur maison en échange de cette opportunité. Au lieu de cela, il dit à Mofun qu'il va louer leur maison une fois qu'il entrera à l'académie de magie. Mais Mofun connaît la vraie vérité, car il l'a vu plus tôt parler avec le patron. Le lendemain, tout le monde commence son premier jour à l'école de magie, où tous les étudiants devront éveiller leurs pouvoirs élémentaires. Certains des étudiants discutent des pouvoirs élémentaires qu'ils obtiennent une fois qu'ils passent le processus d'éveil, et ils disent que la foudre et le feu sont les pouvoirs les plus rares. Le professeur donne à chacun un badge à porter, et une fois qu'ils obtiennent leur pouvoir, il s'allumera en fonction de l'élément qu'ils possèdent. Par exemple, le vert représenterait le vent, le rouge est pour le feu, le bleu pour la glace, et l'or pour la lumière. Les autres camarades de classe se moquent de Mofun pour être le seul étudiant qui n'a pas réussi les examens, et tout le monde lui dit de ne pas être surpris s'il ne peut pas être éveillé. Chaque étudiant devra poser sa main sur la pierre qui révélera leur pouvoir élémentaire. Mobay est le premier à utiliser la pierre et il a reçu le pouvoir de la glace, tout comme le reste de sa famille. Une fois que vous obtenez le pouvoir élémentaire, le badge affichera des étoiles représentant le niveau de votre capacité. Cependant, la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'étoiles au départ, mais Mobay a déjà une étoile, montrant que sa capacité est forte. Les autres étudiants utilisent la pierre à tour de rôle, jusqu'à ce que ce soit enfin le tour de Mofun. Et ensuite l'enseignant appelle son nom, tandis que les autres rient, disant qu'il recevra le pire pouvoir de la classe. Alors Mofun s'approche et se tient devant la classe et place sa main sur la pierre. Les autres rient encore puisqu'il ne sait pas comment utiliser la pierre correctement, mais le professeur l'aide. Après un certain temps, rien ne se passe, puis toute la classe se laisse distraire par la classe d'à côté, car un autre élève a obtenu la capacité violette qui est l'éclair. Elle est connue comme la capacité la plus rare avec l'élément de feu. Alors que tout le monde quitte la salle de classe, Mofun ferme les yeux et la pierre s'illumine en violet mais s'illumine aussi en rouge en même temps, indiquant que Mofun a gagné non seulement l'élément de feu mais aussi la capacité d'éclair, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant et le rendant également l'élève le plus puissant de l'école. Bien que personne n'ait vu ce qui s'est passé, car ils étaient distraits par d'autres étudiants à côté qui a également obtenu le pouvoir de la foudre. Mais ils voient tous que Mofun a acquis l'élément du feu. Le professeur le félicite et les autres étudiants sont surpris car ils pensaient tous qu'il allait obtenir l'un des pires éléments. Mofun commence alors à rire dans sa tête car il sait qu'il vient d'obtenir le pouvoir de la foudre, mais tout le monde pense qu'il n'a que l'élément du feu. 2 mois plus tard,
Tous les étudiants sont informés par leur professeur qu'il y a 7 étoiles qui apparaîtront une fois qu'ils seront éveillés, et ils devront apprendre à contrôler les étoiles en se concentrant, afin qu'ils puissent former un chemin étoilé qui leur permettra de débloquer leur plein pouvoir. Le professeur demande à Mubei de démontrer comment aligner les étoiles, puisque Mubei a déjà gagné 5 étoiles, ce qui fait de lui l'étudiant le mieux classé de la classe. Cependant, Mofun n'a qu'une étoile. Ils se moquent tous de lui et rient parce qu'il n'a fait aucun progrès avec son élément, et ils disent tous qu'il est une honte pour le reste de la classe. Mais la raison pour laquelle il n'a qu'une étoile à côté de son insigne est que l'insigne représente l'élément feu, et non son pouvoir de foudre qui est déjà à 6 étoiles et il doit encore maîtriser la 7e étoile. Plus tard, Mofun tombe sur sa sœur au parc. Sa sœur est handicapée et ne peut pas marcher à moins d'utiliser le fauteuil roulant. Mais Mofun remarque que les voyous ont pris son fauteuil roulant et commence à se moquer de sa sœur. Il s'approche des voyous et demande à récupérer le fauteuil roulant, mais ils lui disent de dégager, ou ils le rendront handicapé comme sa sœur. Il se fâche, et à ce moment-là, il utilise les étoiles pour débloquer son plein pouvoir, et il parvient à former le chemin des étoiles, activant la 7e étoile. Mofun utilise l'aptitude à la foudre pour attaquer les voyous, qui implorent miséricorde et ont peur, et finissent par s'enfuir. Mubei rend visite au chef de la famille, et il discute de ses capacités 5 étoiles. Et le patron est fier de Mubei pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Il demande à Mubei des nouvelles de Mofun, à quoi il répond en disant que Mofun n'est qu'un simple étoile et est considéré comme le plus mauvais magicien de l'école. Le patron dit à Mubei qu'ils devront trouver un moyen d'expulser Mofun de la classe et de lui faire échouer au prochain examen. Et ils commencent tous les deux à rire. Le lendemain, Mubei lui demande comment il prévoit d'expulser Mofun de l'école. À quoi il répond en disant qu'il utilisera cette petite pierre, également connue sous le nom de pierre magique, qui peut absorber l'énergie et qu'ils peuvent utiliser pour s'assurer que Mofun obtienne moins qu'une note D à son prochain examen. Mais leur plan pourrait ne pas bien se dérouler, car Mofun a entraîné son pouvoir de feu, et a la capacité d'utiliser 5 étoiles, mais il dit que ce n'est toujours pas suffisant et que son énergie de feu est faible. Il commence donc à se concentrer plus que jamais pour prouver à la famille Mu qu'il est un magicien digne et mérite d'être à l'école de magie. Le jour de l'examen est arrivé, et le professeur explique qu'ils vont faire un test sur la puissance qu'ils ont atteinte au cours des derniers mois. Pour tester leur pouvoir, ils utiliseront une boule de cristal qui peut déterminer la quantité de pouvoir qu'ils ont atteinte, car la boule brillera, et si elle brille assez fort, alors ils sont devenus suffisamment forts pour réussir l'examen. Tous les étudiants se mettent en formation et commencent à tester leur pouvoir en utilisant la boule de cristal. L'élève le plus exceptionnel de l'école, nommé Mu Ningzhu, a été choisi pour démontrer l'examen avant que le reste des étudiants ne participent. Elle utilise la cristal et cela révèle le pouvoir de sa magie de glace, ce qui choque les autres étudiants. Tout le monde commence à utiliser la boule à tour de rôle et à révéler leur niveau de pouvoir. Certains d'entre eux obtiennent un B et des A, puis finalement Mubei à son tour et il atteint la note S, qui est la note maximale que l'on peut recevoir. Puis Mufun entend son nom appelé pour tester son pouvoir, et quand il est appelé, le patron informe l'examinateur de placer la pierre magique sous la boule de cristal, pour absorber le véritable pouvoir de Mufun, ce qui fait qu'il n'obtient qu'un B. Mufun est suspicieux et a l'impression que quelque chose doit être mal, car il est sûr que son pouvoir est plus grand que cela. Alors Mufun utilise à nouveau la boule, et cette fois, il finit par briser la pierre. Après avoir vu la deuxième tentative de Mufun, son nouveau professeur a eu l'impression que quelque chose n'allait pas avec la boule de cristal et leur dit qu'elle doit être défectueuse. Alors l'inspecteur change la boule. Après avoir changé la boule, nous voyons enfin le véritable pouvoir de Mufun et en conséquence, ils lui ont donné un score S, impressionnant tous ses camarades de classe. Il continue en disant aux examinateurs qu'il veut également passer le test optionnel et c'est ici qu'il choque les autres camarades de classe alors qu'il témoigne de la pleine puissance de l'élément feu. Et ils sont tous choqués qu'il soit considéré comme le numéro 1 et le plus puissant de sa classe. Après cela, le chef de la famille Mu Juo, offre à Mufun une bague en symbole de son respect et admiration pour avoir obtenu une note S. Il demande à Mufun de mettre de côté toutes leurs différences familiales et lui propose de travailler pour aider de représenter la famille Mu à partir de maintenant. Mais Mufun saisit cette occasion pour lui dire pourquoi lui et toute sa famille sont totalement des salauds avec de l'argent, qui se promènent en humiliant les autres, tout comme ils l'ont fait avec son père. Le professeur dit à Mufun de se calmer et de s'excuser auprès de Mujuno. Mais Mufun dit qu'il ne s'excusera pas et mentionne toutes les choses que la famille Mu leur a faites il y a 3 ans. La famille Mu dit au professeur qu'il devrait être renvoyé pour avoir été impoli envers des invités de l'école. Mais le professeur dit qu'il ne peut pas être expulsé pour avoir eu une dispute à moins que cela ne soit allé trop loin. Alors Mubei défie Mufun en duel, et le chef de la famille Mu dit qu'il va affronter son fils adoptif appelé Yuang, et Mufun accepte le duel.
Cependant, ce duel ne pourra avoir lieu que dans 2 ans car ils ne sont pas encore assez âgés et l'école ne le permettra pas. 2 ans plus tard, le nouveau semestre commençait. Le professeur les accueille dans la classe d'élite, réservé aux mages les mieux classés, où les étudiants recevront des reliques connues sous le nom d'EQS magiques qui aideront et amélioreront considérablement leur entraînement magique. Les 4 meilleurs élèves de la classe auront un mois pour utiliser l'EQ et améliorer son entraînement. Cependant, l'enseignant dit à Muffin que, à cause de la dispute qu'il a eue avec la famille Mu, il ne pourra utiliser l'équipement EQ que pendant 10 jours. Mais Muffin a en fait un autre EQ, qui est le collier que l'ancien lui a offert quand il dormait dans les montagnes, juste avant d'entrer à l'académie. Son enseignant, Mademoiselle Tangyu, rend visite à Muffin, qui lui explique que ce collier est la relique la plus puissante qui était censée être éteinte. Elle lui a dit que ce collier est un type de croissance d'EQ qui absorbe tous les types d'âme et d'esprit et continue de développer toutes vos capacités, donc il devrait le chérir. Mademoiselle Tangyu et les étudiants montent dans les montagnes pour rencontrer le chef d'une armée pour faire un entraînement de base, ou c'est ce qu'ils pensaient, puisque le chef de l'armée veut que ses étudiants participent à un exercice appelé le programme de chasse, où ces étudiants chasseront de vrais ennemis et pourront tester leurs compétences de mage. Alors Muffin et les autres commencent à accomplir différentes tâches, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une grotte. Le chef de l'armée leur a dit de récupérer un bracelet qu'il avait perdu à l'intérieur de la grotte, mais le loup a un œil rodé à l'intérieur de la grotte. Le commandant leur a dit que c'était le véritable loup à un œil à l'intérieur de la grotte. Mais c'était un mensonge car le loup s'appelle le loup esprit, qui est sous le Ils reçoivent l'ordre de ne pas être trop doux avec les étudiants pour tester pleinement leurs compétences. Ils se dirigent tous à l'intérieur de la grotte et finissent par rencontrer le grand loup qu'ils devront vaincre. La plupart des étudiants sont effrayés, à part Mubai qui utilise sa magie de glace. Mais cela ne fait pas beaucoup de mal à la bête car il n'est pas encore assez fort. Muffin aide rapidement la fille qui a eu le courage d'avancer devant la bête, mais Muffin sait qu'elle ne pourra pas lui faire de mal. Il la sort de la grotte et dit à tout le monde de rester en arrière. Mais la même fille court à nouveau à l'intérieur pour prouver qu'elle est une puissante mage. Pourtant, sa deuxième tentative n'a pas blessé la bête et elle a été sauvée juste à temps par l'étudiant avec le pouvoir de la foudre. Mubai entre pour sa deuxième tentative mais se fait jeter au sol. Puis Muffin entre dans la grotte juste à temps et met son magie à l'épreuve en activant toutes les 7 étoiles sur son pouvoir. Il utilise l'élément du feu pour tirer des boules de feu sur la bête, et cela débloque un nouveau niveau d'allumage et maintenant il est niveau 2 ignifuge sur son élément du feu, ce qui choque les enseignants qui observaient depuis au-dessus. Le commandant informe alors les autres étudiants que le loup ne répond plus à ses ordres et qu'il ne peut plus le contrôler donc les étudiants peuvent être en danger donc ils descendent pour les sauver. La bête était hors de contrôle, alors Muffin et son ami Zhang Xiao l'ont attiré dans la grotte pour protéger les autres étudiants. Après qu'il l'ait attiré à l'intérieur, la bête a attaqué Zhang Xiao et il a été renversé. Puis, pour la première fois, Muffin combine ses 2 capacités pour vaincre le loup-garou. Après avoir tué la bête, son collier commence à absorber toute l'énergie du loup-garou, le rendant encore plus puissant. Son professeur lui dit qu'il est surpris qu'un étudiant ait réussi à vaincre le loup-garou car le pouvoir du loup-garou est aussi fort que celui du vrai loup à un œil. À mesure que la tâche est accomplie, tous les étudiants recevoir un score au test grâce à Muffin. Mais Muffin ne se soucie pas des éloges car il est plus concentré sur la libération de son véritable pouvoir. Une fois qu'il a vaincu la bête, il a pu débloquer le niveau 2 du feu et réalise à quel point c'était puissant contre le monstre. Il vise donc à atteindre le même pouvoir de niveau 2 pour la foudre, car la foudre est connue pour être l'élément le plus fort. Il se souvient de tout ce que Mademoiselle Yang lui a dit sur le collier, qu'il peut utiliser pour absorber de nombreux esprits et âmes différents. Il décide donc de devenir un chasseur pour faire évoluer ses pouvoirs. Alors Muffin se dirige vers la ville pour rejoindre elle, équipe d'élite des chasseurs afin de monter en niveau. Il entre dans les halls des mages et demande à un inconnu qui parle de la ville des mages chasseurs comment y entrer. Il dit à Muffin qu'il y a une énorme liste d'attente pour rejoindre et aussi qu'ils n'accepteront pas les mages à moins que vous ne soyez un mage de feu ou un bœuf. Alors Muffin lui demande qu'en est-il du pouvoir de la foudre? À quoi l'homme répond qu'il ne devrait pas mentir pour essayer de rejoindre et dire la vérité. L'homme semble croire que Muffin n'a vraiment pas le pouvoir de la foudre et explique que seul un mage sur 1000 acquiert cet élément. Alors Muffin s'en va pendant qu'il lui parle. Le leader des chasseurs est fatigué de tous les mages de Baran qui continuent de postuler au programme des chasseurs de la ville et demande à ses associés de n'apporter que les personnes qui ont déjà eu de l'expérience en tant que chasseurs ou les mages de feu, car ils sont connus pour être plus puissants. Ils finissent par arriver à Muffin et lui demandent son certificat de chasseur, à quoi il répond qu'il n'en possède pas. Alors ils lui disent de se débrouiller, car ils ne veulent que des chasseurs expérimentés et non des débutants. Il leur dit qu'il est un mage de pouvoir de foudre et les choque car ils n'ont jamais vu un mage de foudre en personne car ils sont très rares. Il lui demande de le prouver et il forme le chemin étoilé en utilisant son pouvoir de foudre. Il se présente comme Fan Mo.
Il rencontre ensuite le leader qui l'accepte parmi les chasseurs de la ville et explique que ils ont une mission dans une école locale où des monstres ont attaqué. Mais ils disent à Muffin de rester en arrière car il n'est qu'un nouveau membre. Mais il leur dit qu'il veut les rejoindre dans cette mission. Muffin réalise alors que l'école qui a été attaquée par les monstres est celle de sa sœur. Alors il l'appelle et elle lui dit qu'elle va bien mais que les autres élèves ont été emmenés par les monstres. Muffin arrive sur les lieux et commence à enquêter et rencontre bientôt la bête à un œil, qui semble être assez forte. Il fait face à la bête et heureusement, le reste de l'équipe arrive, démontrant ainsi pourquoi ils sont connus comme étant le groupe d'élite des chasseurs. C'est alors que la plus jeune du groupe commet une erreur en utilisant ses pouvoirs. Mais grâce au pouvoir de foudre de Muffin, il parvient à abattre la bête. La bête est totalement paralysée, empêchant la fille de se faire mal. Tous remercient Muffin d'être là et de sauver la vie du mage de l'eau, et l'acceptent comme membre de l'équipe. Muffin commence à bien s'intégrer au groupe et devient un chasseur respecté. La famille Mu a préparé le plus puissant mage de glace, appelé Yang, et il sera celui qui se battra en duel avec Muffin. Yang lui demande pourquoi il l'a sélectionné comme mage pour affronter Muffin et le patron explique que c'est pour célébrer son passage à l'âge adulte et qu'il peut inviter toute la famille à célébrer. Pendant ce temps, à l'école, sa camarade Jumin demande à Muffin de le rencontrer après l'école. Elle explique qu'elle a entendu des histoires sur des choses étranges qui se produisent dans ce complexe, et elle voulait enquêter dans la zone avec le mage le plus fort de la classe. Ce à quoi il accepte et l'aide à découvrir la zone. Il tombe sur une autre créature à un œil, mais celle-ci était différente et il lui dit que c'est le loup à un œil que les chasseurs de la ville pourchassent depuis tout ce temps. Il lui dit qu'il donnera l'emplacement au reste de l'équipe, mais Jumin a déjà appelé la police. Le loup à un œil a entendu le son du téléphone qui sonne, et s'est immédiatement lancé à leur poursuite. Alors Muffin fait tout ce qu'il peut pour s'occuper du monstre, cependant même. Après plusieurs de ses attaques les plus puissantes, il ne parvient pas à tuer la bête. C'est alors qu'un membre des chasseurs de la ville nommé Kai Tang arrive de la ville. C'est une mage de glace qui fait également partie de la famille Mu. Puis Minju lui parla de Muffin, qui se bat actuellement contre le loup borgne. Et elle se dépêcha rapidement de l'aider juste à temps pour immobiliser le loup. Kai Tang se souvient de Muffin parce qu'il l'a vu quand il était plus jeune et qu'elle l'a surpris par la fenêtre. Elle dit ensuite à Yuang que son nom est Muffin et qu'il fréquente l'école de magie et a insulté leur oncle. Yuang est surpris d'avoir vu Muffin pour la première fois car c'est lui avec qui il va se battre. Quand Muffin s'enfuit, elle appelle les chasseurs de la ville et explique qu'ils ont apprivoisé le loup borgne mais qu'ils ont besoin du pouvoir de foudre de Funmo pour le paralyser. En arrivant, il rencontre tous les autres chasseurs qui lui demandent d'utiliser le pouvoir de la foudre sur le loup. Cependant, après avoir utilisé son pouvoir, le loup devient rouge et finit par évoluer en quelque chose appelé une classe générale et devient encore plus fort, ce qui les choque et ils ne sont pas sûrs de pouvoir vaincre une créature de cette force. Certains acceptent de se retirer et de partir, car les chances sont en sa faveur. Mais le capitaine insiste pour qu'ils essaient au moins de le vaincre, car de nombreuses vies sont en danger s'ils ne font rien. C'est à ce moment-là qu'ils se rassemblent tous et utilisent leur pouvoir de toute leur force. Et ils essaient de contenir la bête, qui s'avère être assez résistante. Et bien qu'ils soient des mages très expérimentés, le loup ne cesse d'augmenter sa force. Après cela, ils se regroupent et Muffin décide d'utiliser la puissance de la foudre. Pour étourdir le loup, il réussit à la maintenir pendant un moment. Mais cela n'est toujours pas à la hauteur de la bête, car ce loup particulier est encore d'un niveau bien supérieur au leur. Donc, leur seul espoir est ce gars, qui apparaît soudainement de nulle part. Il est le mage de l'eau le plus puissant d'Asie nommé Monsieur Young. Monsieur Young utilise son élément d'eau avancé pour éliminer la bête et fait l'éloge de Muffin pour avoir eu le courage de se mesurer au loup à œil unique. Après, Muffin absorbe l'âme du loup, et obtient un nouveau niveau de pouvoir dans son collier. Bientôt, le jour de son combat contre Yuang approche, et le directeur lui donne un petit encouragement, mais en même temps, il s'inquiète, car il n'a pas beaucoup confiance qu'il gagnera. Le directeur lui raconte le véritable objectif de cet événement, qui est la récompense exclusive pour le gagnant. Ils auront accès à la source sacrée, une arène, où les compétences des mages peuvent être améliorées de manière drastique. Cela fait réaliser à Muffin à quel point Monsieur Young était puissant, car il a dû aller à les sources sacrées, afin d'atteindre le niveau avancé de mage. Muffin est maintenant vraiment intrigué par cette compétition. Mais il semble que personne ne croit en lui. Il parle même à son amie d'enfance et elle lui dit qu'il ferait mieux de ne pas se présenter, car Yuang n'hésitera pas et elle ne veut pas le voir se faire mal. Mais Muffin lui dit qu'il devrait être celui qui devrait avoir peur, car il est entièrement préparé pour demain. Il dit qu'il attend ce jour pour se battre pour son honneur et pour vaincre la famille qui a humilié son père pendant des années. Le jour du duel arrive et Muffin se dirige vers la convention, où tous les personnes les plus importantes de la ville seront présentes pour témoigner de la majorité de Yuang. Tous les invités arrivent à l'extérieur, et Muffin s'approche de Kai Tang, qui lui dit qu'il ne devrait pas marcher sur le tapis rouge, en agissant comme un invité VIP.
Mo-Fun a oublié qu'ils ne savent pas qu'il est leur ami Fan Mo, qui fait partie des chasseurs de la ville. Mo-Fun est venu tout seul, mais certains de ses amis arrivent, y compris ses camarades de classe, le chef de l'armée du programme d'entraînement, et son père sont tous ici pour le soutenir. Bien que la plupart d'entre eux savaient qu'ils ne gagneraient pas, ils se serrent tous les deux la main et le duel commence. Ils montrent tous les deux une puissance incroyable, mais parce que Yuang fait partie de la famille Mu, il possède un équipement magique très unique, lui permettant de se déplacer incroyablement rapidement, rendant difficile pour Mo-Fun de lui porter un seul coup. Yuang se moque de lui et dit que son pouvoir de glace de niveau 3 est trop fort pour son feu d'ignition de niveau 2, et déchaîne une attaque tempête de glace sur Mo-Fun. Alors Mo-Fun se souvient de son entraînement dans la ville des chasseurs, où il absorbe l'âme du loup et aligne les 7 étoiles pour libérer sa véritable capacité de feu, où il crée une boule de feu tout autour de lui, qui le protège de la tempête de glace. Il utilise ensuite une explosion de feu pour faire tomber Yuang. Cependant, Yuang se relève et dit à Mo-Fun qu'il a de la chance d'avoir débloqué son niveau 3 d'aptitude, sinon un morceau de déchet comme lui ne pourrait jamais gagner. Il révèle ensuite pourquoi il est si fort en utilisant une armure spécialisée, à laquelle le chef de la famille Mu est surpris qu'ils doivent utiliser ce kit d'armure contre un inconnu comme Mo-Fun, qui n'est qu'un lycéen. Tout le monde dans la foule dit à quel point le match est injuste à cause de l'utilisation de l'armure par Yuang et même le chef de l'armée dit à Mo-Fun d'abandonner le duel immédiatement, car il ne pourrait pas endommager un mage en armure intégrale. Puis Yuang dit à Mo-Fun que l'armure était un cadeau de son père et exprime comment le père de Mo-Fun n'aurait jamais pu lui acheter quelque chose de ce genre et lui dit qu'il est un pauvre gamin et 2 abandonne car 3 n'a aucune raison d'aller plus loin. Mais Mo-Fun se souvient de ce que son père a fait pour l'aider à entrer à l'école de magie et continue le duel en libérant son pouvoir maximum de foudre et révèle pour la première fois qu'il est un mage double élémentaire à tout le monde. Cette fois, il combine les pouvoirs et parvient à briser l'armure corporelle de Yuang. Et tout se termine par une victoire incroyable mais inattendue de Mo-Fun. Après la victoire inattendue de Mo-Fun, le jeune mage confronte Mu Jo-Yeon et demande fermement des excuses. Le magicien talentueux critique Jo-Yeon pour avoir utilisé sa richesse et son influence pour abuser des autres et le réprimande pour ses crimes. Bien que Jo-Yeon soit un homme extrêmement têtu, Mo-Fun le force à céder alors que l'homme riche s'excuse devant le adolescent et son père. Après cet échange, Mo-Fun laisse tomber le sujet et sort célébrer sa victoire avec ses camarades de classe. Ce soir-là, le groupe organise un grand festin et mange jusqu'à plus soif avant d'aller se coucher. Le lendemain, Mo-Fun se prépare pour sa visite sacrée du printemps mais prend une pause pour faire des courses avec sa sœur handicapée, Xingxia. Dans leur magasin local, Mo-Fun offre à sa sœur un bracelet sur mesure et finit par sortir du magasin après y avoir passé plusieurs heures. Sur le chemin du retour, l'un des camarades de classe de Mo-Fun, Zheo, croise les frères et sœurs et propose de ramener Xingxia chez elle. Déjà en retard pour son voyage au printemps sacré, Mo-Fun accepte l'offre de Zheo et se sépare de sa sœur alors qu'il se dirige vers l'arène d'entraînement. À son arrivée, Mo-Fun est accueilli par son professeur accompagné de Jo-Yeon. Ensemble, le trio se rend au 15e étage du bâtiment, où se trouve le printemps sacré. Alors que Mo-Fun sort pour commencer son entraînement, le tuteur lui donne un bref cours sur le printemps sacré. Le professeur vétéran révèle que l'arène aide les mages élémentaires à monter en niveau et obtenir un système de pouvoir plus puissant appelé magie Starchar. Avec cette capacité, le talent d'un sorcier augmente de manière exponentielle lorsqu'il atteint le statut de nébuleuse, le sommet de tous les sorts et de la sorcellerie. Après cette leçon rapide, le professeur remet à Mo-Fun le livre de Starchar, un objet magique, qui permet à ses utilisateurs d'accéder à une magie écrasante une fois qu'ils atteignent le statut de nébuleuse. Ayant reçu toutes les informations essentielles dont il a besoin, Mo-Fun dit au revoir à son professeur et se dirige vers la source sacrée. En chemin, Mo-Fun croise son coéquipier de la ville des chasseurs, une équipe de vigilants qui cible les bêtes magiques dangereuses. De lui, Mo-Fun apprend qu'une enquête est en cours, menée sur une lycéenne qui a récemment disparu. Apparemment, un étrange liquide a été trouvé sur les lieux du crime, que les détectives soupçonnent d'être crucial pour résoudre l'affaire. Lin Hux-Sun, la sœur de la fille disparue, est également la capitaine adjointe de la source sacrée, et fait examiner le liquide étrange par des scientifiques. En obtenant le rapport, Lin découvre que le mystère liquide est une substance connue sous le nom de source de colère. Comme son nom l'indique, ce fluide est utilisé sur les monstres et les rend agressifs tout en augmentant leur soif de sang. Cette découverte explique certains événements étranges se produisant dans la région. La ville a connu un afflux massif de monstres au cours des dernières semaines. Alors que l'enquête se poursuit, Mo-Fun arrive à la source sacrée et commence son programme d'entraînement de 7 jours. À l'intérieur, le jeune mage est coupé du monde extérieur et laissé seul pour perfectionner ses compétences. Pendant ce temps, aux frontières de la ville, le chaos frappe, alors qu'une armée de bêtes monstrueuses émerge de nulle part. Voyant cela, l'armée,
composé entièrement de sorciers talentueux, informe la ville, et envoie un signal de détresse pour alerter ses citoyens. Conformément au protocole, 4 lumières rouges sont émises dans le ciel, signifiant ainsi que le niveau de menace est catastrophique. En quelques secondes, toute la ville est envahie par diverses formes de créatures alors que les civils s'enfuient dans la peur. Alors que le chaos sévit dans la région, Mofan est inconscient de l'invasion de la bête, et continue de s'entraîner dans la source sacrée. Quelques instants plus tard, les créatures atteignent le bâtiment de la source mais sont confrontées à une escouade de mages dirigée par Mu Ningsu, l'ami d'enfance de Mofan et la fille de Johan. Alors que les deux camps s'affrontent, Ningsu et les mages prennent le dessus alors que ses pouvoirs de glace abattent plusieurs bêtes d'un seul coup. Cependant, l'avantage du sorcier ne dure pas longtemps alors que les créatures ripostent et tirent un blast d'énergie qui blesse Johan. Réalisant que son père a désespérément besoin de soins médicaux, Ningsu monte Johan sur un oiseau et fuit la scène vers un refuge proche. Avec les forces de défense qui diminuent, les bêtes sauvages passent les mages et envahissent le bâtiment. Cette intrusion alerte les gardes intérieurs, y compris l'un, qui décide de vérifier Mofan. Heureusement, elle arrive juste à temps et désarme l'une des créatures avant qu'elle n'atteigne le jeune mage. Alors que la zone est attaquée, l'entraînement de Mofan est interrompu alors que l'amateur, le sorcier, échoue à atteindre le statut de nébuleuse. Suivant le protocole d'urgence, l'un verrouille les portes environnantes et évacue la source sacrée. En utilisant ses pouvoirs de mage de l'eau, l'un vide toute la source et la met dans un petit pot pour la conserver en sécurité. Avec toute l'eau évacuée, le lieutenant guide Mofan à travers un tunnel caché alors qu'il s'échappe du bâtiment. En sortant, Mofan soupçonne que l'attaque de la bête pourrait avoir été stratégique, et se demande pourquoi le lieutenant a choisi de vider la source sacrée. En réponse, l'un révèle les découvertes du scientifique concernant le fluide étranger, explique sa connexion avec l'attaque soudaine de la créature. Il s'avère qu'une organisation terroriste connue sous le nom de Curie Noire cherche à détruire la région et à utiliser les bêtes sauvages pour atteindre leur objectif. Pour manipuler les créatures, ils ont inventé la source de rage et l'ont infusée avec de l'eau de pluie. En conséquence, la soif de sang du monstre atteint un niveau inextinguible, les poussant à envahir la ville et à attaquer ses habitants. Bien que la source de rage soit un liquide puissant, sa force pâlit en comparaison avec la source sacrée. Dans cette optique, l'un théorise que la Curie Noire serait à sa recherche et met l'accent sur l'importance de garder la source en sécurité. Une fois que le duo s'échappe du bâtiment, Mofan découvre que la ville est en totale désorganisation et se met en quête de Xingxia et de son père, Jiashin. Cependant, avant que Mofan ne puisse partir, l'un l'arrête et lui demande un service. En raison de sa position de vice-capitaine, l'un réalise que la source sacrée serait dangereuse entre ses mains car elle serait la cible principale de la Curie Noire. Pour empêcher que la source ne tombe entre les mains des terroristes, l'un donne à Mofan le pot et lui demande de le livrer à la barrière de sécurité de la ville. Cependant, pour accomplir cela, Mofan devrait reporter la recherche de sa famille et passer des heures à essayer d'atteindre la barrière. Naturellement, le mage adolescent s'oppose à cette idée et choisit de privilégier sa famille par rapport à la mission de l'un. Le vice-capitaine supplie Mofan de reconsidérer et explique que la Curie Noire serait irrésistible si elle obtenait possession de la source sacrée. Finalement convaincu, Mofan accepte la mission et se dirige vers la barrière de sécurité, tandis que l'un entre dans la ville pour combattre les monstres envahissants. Avant que les deux mages ne se séparent, Mofan remet au vice-capitaine une photo de sa famille, et lui demande de protéger son père et sa sœur s'il les voit dans la ville. Regardant la photo, l'un jure de les défendre au péril de sa vie et souhaite bonne chance au duo qui se dirige dans des directions opposées. À l'école de magie de la ville, de nombreux monstres, à un œil envahissent les lieux et attaquent les élèves. Effrayés, les jeunes mages tentent de riposter, mais leur magie devient inutile car la peur les fait perdre la plupart de leurs pouvoirs. Sans défense, les bêtes tuent brutalement de nombreux élèves en saccageant l'école. Malgré les nombreuses pertes, une poignée d'élèves et d'enseignants parvient à survivre à l'invasion. Mubai, un talentueux mage de glace, reste calme face au danger et utilise ses pouvoirs pour sauver certains de ses camarades. Les enseignants ne sont pas en reste, car Monsieur Zhu, l'un des employés de l'école, utilise également la magie de lumière pour sauver ses élèves. Au milieu de l'école, Xiaowu et son ami Yu sont encerclés par deux monstres des deux côtés d'un couloir. En infériorité numérique, Xiaowu décide de s'enfuir et utilise la magie du vent pour téléporter Yu à un autre étage. Cependant, avant que le duo puisse soupirer de soulagement, l'un des créatures apparaît à l'étage suivant et les surprend. Le monstre attaque Xiaowu et le cloue au sol tandis qu'Yu le regarde impuissamment. Piégé, Xiaowu supplie Yu de continuer sans lui, mais l'ami fidèle refuse de partir. Heureusement, avant que les choses ne deviennent fatales, Mofan apparaît miraculeusement et assomme la créature, avec sa magie de foudre, libérant Xiaowu des griffes de la bête. Malgré l'attaque puissante de Mofan, la créature résistante survit et se relève alors qu'elle se prépare à frapper à nouveau.
Le mage de foudre frappe la bête avec une autre attaque, mais la créature reste invulnérable au courant électrique. Voyant cela, Xiaowu et Mubai se joignent rapidement pour abattre leur ennemi. D'abord, Xiaowu frappe la créature avec un coup de vent, très puissant pour affaiblir ses défenses. Ensuite, Mubai la finit avec une attaque de feu qui transforme la bête en cendres. Après avoir vaincu la créature, Mubai, Xiaowu et Yu se dirigent vers le stade de l'école, où ils rejoignent les autres survivants. Parmi les centaines d'étudiants dans l'école, seule une petite fraction reste. Dans la scène suivante, les enseignants tiennent une réunion d'urgence pour décider de leur prochaine action. Alors que l'école grouille de monstres, les adultes concluent qu'ils doivent quitter les lieux et se diriger vers la barrière de sécurité. Mais il y a un gros problème. Les enseignants sont assez peu nombreux et ne peuvent pas protéger tous les étudiants sur le chemin. Face à ce problème, certains enseignants proposent d'abandonner les étudiants et se dirigeant eux-mêmes vers la barrière. Cependant, Monsieur Zhu rejette la proposition et réprimande ses collègues pour avoir essayé d'abandonner leurs étudiants. Au lieu de laisser les enfants derrière, Zhu propose une alternative. Il propose de diviser les survivants en deux groupes, un groupe de pionniers et une escouade de suivi. Le groupe de pionniers partirait en avant des autres et vaincrait tous les monstres qu'ils rencontrent. De cette façon, il tracerait un chemin sûr pour le groupe de suivi et garantirait un minimum de pertes. Les enseignants s'émerveillent de l'idée et l'approuvent. La proposition alors que Zhu met en place le groupe pionnier. En concluant la réunion, Zhu parle à ses étudiants de son plan et demande des volontaires pour rejoindre le groupe pionnier. Effrayés, la plupart des étudiants rejettent l'offre et restent avec le groupe plus sûr. Heureusement, Mofan, Mubei et une poignée d'autres puissants mages acceptent de rejoindre l'équipe de Zhu et commencent leur voyage vers la barrière de sécurité. Ayant des mages avec divers pouvoirs élémentaires, chaque membre charge sa magie et active ses modes de combat respectifs. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'un explore la zone et tombe sur une bête à un œil. Le lieutenant envoie une attaque de flux en utilisant sa magie de l'eau, mais la créature esquive habilement. Étourdi par ses réflexes rapides, l'un assiste impuissant à la scène mais est bientôt sauvé par le monsieur Yang, un mage militaire de haut rang qui défait rapidement la bête. Une fois hors de danger, monsieur Yang demande à l'un sur la source sacrée et apprend qu'elle l'a donnée à Mofan. Pour s'assurer que le pot arrive en sécurité à la barrière, monsieur Yang et l'un se séparent pour chercher le jeune mage. Au retour de l'école de magie, le groupe pionnier part dans les rues et reste vigilant au cas où une attaque se produirait. En explorant la zone, Xiaowu aperçoit l'une des créatures à un stand voisin et prévient ses coéquipiers. Cependant, avant qu'ils ne puissent fixer la direction indiquée, la créature furtive disparaît sans laisser de traces. Effrayé que la zone puisse être envahie par des monstres, Monsieur Zhu envoie les mages du vent devant le groupe pour surveiller les rues. Sur ses instructions, Xiaowu et Zhang, un autre mage du vent, invoque un tourbillon pour déblayer les rues devant et vérifier la zone pour des monstres. Alors que Xiaowu ne rencontre aucun ennemi, Zhang aperçoit une bête et s'arrête pour enquêter. Alors qu'elle explore les rues, le monstre apparaît par derrière et attaque le mage du vent avec ses griffes. Choqué, Zhang a à peine le temps de réagir et crie, alors que la créature sauvage la tue brutalement. Alerte par le bruit, Xiaowu se précipite sur les lieux et attire l'attention de ses coéquipiers. Pendant que les étudiants entourent le corps sans vie de Zhang, la créature à un œil réapparaît et essaie timidement d'attaquer Yu. Xiaowu repère la bête qui s'approche et prévient Mofan, qui lance une frappe de foudre sur elle. Agile, la créature esquive l'attaque, mais Mofan réagit rapidement avec une seconde. Une charge qui étourdit la bête et la rend immobile pendant quelques secondes. Avant que la créature à un œil puisse se remettre, Monsieur Zhu intervient et tire un projectile lumineux qui la vainc finalement. Après la bataille, le groupe revisite le corps de Zhang et rend un dernier hommage, alors qu'ils continuent leur voyage vers la barrière. Une fois de plus, Xiaowu s'avance devant le groupe et explore la zone à la recherche d'ennemis. Lorsqu'il revient, le mage du vent révèle ses découvertes et explique que 3 démons loups à un œil sont dispersés à différents endroits. Un dans une fontaine à proximité, un autre dans les bois, et un troisième dans le jardin de rocailles. Un des mages suggère de les éliminer tous en même temps, mais Mofan refuse. Grâce à son temps passé avec les chasseurs de la ville, Mofan a énormément d'expérience dans la défaite des monstres et partage une partie de ses connaissances. Le mage double révèle que toutes les créatures qu'ils ont vues jusqu'à présent sont des cyclopes, la bête de rang le plus bas avec le moins de pouvoir. Les démons loups, en revanche, sont plus redoutables et résistants, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à vaincre. En conséquence, tuer chacun d'eux nécessiterait un travail d'équipe, car ils doivent tous s'unir pour abattre un seul démon loup. Élaborant un plan, Mofan explique qu'ils ne peuvent pas affronter un démon loup à la fois car les 2 autres se précipiteraient sur les lieux et submergeraient le groupe, d'où leur besoin d'une distraction. Pour cela, Mofan divise l'équipe en 3 factions, 2 sous-groupes pour
distraire les autres et une équipe principale pour tuer leur cible. Comme Xiaowu est le plus rapide du groupe, Mo Fan l'instruit d'attirer la bête de la fontaine hors de la zone. Il confie également la bête dans les bois à Mubei et demande au mage de glace de retarder la créature pendant que le reste du groupe tue le démon loup restant. Pour aider ses coéquipiers, Mo Fan conseille à Xiaowu de se déplacer en zigzag, car les démons loups ont du mal à changer de direction. À Mubei, Mo Fan demande au mage de glace de cibler les articulations de la créature car celles-ci sont les zones les plus efficaces pour immobiliser la bête. Après avoir conclu leur plan, l'équipe obéit aux ordres de Mo Fan et se dirige dans différentes directions pour commencer leur tâche. Xiaowu prend les devants et attire l'attention du démon loup à la fontaine. Une fois que le monstre attaque, Xiaowu invoque un tourbillon et se dirige dans la direction opposée, loin de ses coéquipiers. Immédiatement, une poursuite intense s'engage alors que le démon loup court après Xiaowu tandis que le mage de vent utilise un mouvement en zigzag pour retarder la créature. Bien que cette tactique dure quelques secondes, elle finit par s'avère inefficace lorsqu'il atteint une forêt voisine. Le démon loup utilise les arbres environnants comme tremplin et rebondit dessus, lui permettant de copier le mouvement déformé. Avec ce mouvement, la bête rattrape Xiaowu et utilise ses griffes pour érafler les bras du mage. Une fois affaibli par sa blessure, Xiaowu cesse d'utiliser ses pouvoirs et s'enfuit de la bête. En quelques secondes, le démon loup rattrape le mage blessé et porte un second coup dans son dos. Xiaowu tombe au sol et est rapidement immobilisé par le démon loup, qui se prépare à porter le coup de grâce. Désespéré pour s'échapper, Xiaowu assomme la créature avec une frappe de vent et prend une retraite rapide avant que le démon loup ne se rétablisse. Soignant ses blessures, le jeune mage ne s'éloigne pas beaucoup et se cache plutôt derrière un bâtiment voisin alors que le démon loup entre dans la zone. La créature finit par localiser l'endroit où Xiaowu se cache et lance une attaque qui détruit le bâtiment. Heureusement, le mage de vent réagit juste à temps et utilise ombre fugace, une technique qui augmente les réflexes pour échapper à l'attaque. Élaborant un plan pour vaincre la créature, Xiaowu mène le démon loup vers un mur sur lequel plusieurs barres métalliques sont posées. Une fois qu'il atteint la position prévue, le mage de vent reste immobile et attire le monstre dans une attaque. Alors que le démon loup se précipite pour frapper, Xiaowu utilise l'ombre fugitive pour esquiver, ce qui déséquilibre le monstre. En essayant de reprendre pied, le démon loup trébuche et atterrit contre le mur voisin. L'impact violent fait voler les barres métalliques en l'air. Et elles s'abattent avec une force massive, transperçant le démon loup. Avec cela, Xiaowu défait la créature et sort victorieux. À plusieurs kilomètres de là, Mubei se dirige vers la forêt et piège le deuxième monstre. Contrairement à Xiaowu, le mage de glace échoue à vaincre le démon loup et a du mal à suivre. Lançant une attaque de glace, Mubei gèle le corps de la créature, mais le démon loup se révèle invulnérable aux températures froides et se libère facilement. Ne pouvant plus retenir la créature très longtemps, Mubei et un autre mage sorcier reculent vers le reste de l'équipe, poursuivi par le démon loup. En parallèle, au rocher, Mo Fan, avec un autre mage de foudre, concentrent leurs attaques sur le troisième démon loup. Grâce à leurs coups combinés, les deux mages obligent la créature à la limite et sont sur le point de l'achever, lorsque la situation prend une tournure malheureuse. Mubei revient des bois, avec le deuxième démon loup se joignant au combat. Voyant cela, Mo Fan laisse son coéquipier terminer le monstre affaibli pendant qu'il s'occupe du démon loup qui arrive. Mo Fan lance une boule de feu vers la créature approchant, et la retarde tandis que ses coéquipiers sautent hors de portée. Malgré être enveloppé par les flammes, le démon loup se rétablit rapidement et se dirige vers le groupe. Pour défendre ses coéquipiers, Mo Fan utilise tempête de foudre, un sort de foudre qui lie le démon loup et restreint ses mouvements. Avec cela, le double mage lance crémation, une frappe de feu de haut niveau, et l'utilise pour incinérer son adversaire alors que le groupe finit par vaincre les trois démons loups. Après la fin de la bataille, un Xiaowu gravement blessé se réunit avec le reste du groupe. Comme ses blessures sont très graves, Xiaowu perd beaucoup de sang et nécessite une assistance médicale pour arrêter le saignement. En l'absence d'un médecin, Monsieur Zhu suggère qu'il se rende à une pharmacie à proximité et prenne un agent hémostatique pour arrêter le saignement de Xiaowu. Mo Fan accepte le plan mais fait remarquer que le trajet vers la pharmacie serait dangereux à accomplir en groupe. Au lieu de partir ensemble, Mo Fan se porte volontaire pour aller chercher le médicament seul, tandis que le reste de l'équipe continue vers la barrière de sécurité. Avant de partir, le mage double demande à Mubei de protéger le groupe et le place en charge des autres. Promettant de revenir bientôt, Mo Fan dit au revoir à Xiaowu et se précipite rapidement vers la pharmacie. En partant, le reste du groupe avance alors qu'ils reprennent leur voyage.
Comme Xiaowu est blessé, l'équipe est contrainte de trouver un moyen de reconnaître la zone sans sa magie du vent. Se portant volontaire, un mage de la Terre se présentait. Active sa technique unique, la compétence de détection des ondes. Ce sort lui permet d'envoyer de petites vibrations à travers le sol pour détecter les fréquences sonores des ennemis à proximité. Après avoir exploré la zone, le mage déclare la zone sûre et encourage le groupe à avancer. Rassuré par ces paroles, l'équipe continue, mais devient rapidement fatiguée en réalisant que les rues sont un peu trop silencieuses. Quelques secondes plus tard, ils découvrent que leurs soupçons sont justifiés lorsqu'ils tombent sur un loup à visage d'épine. Contrairement aux créatures qu'ils avaient précédemment rencontrées, le loup à visage d'épine est un monstre gigantesque de 9 mètres de haut avec 3 yeux, des dents massives et un visage sévère. Heureusement, Mobile aperçoit la massive bête juste à temps et ordonne à son équipe de se cacher avant qu'elle ne les repère. En voyant la créature sauvage, Mobile rassemble l'équipe et donne une brève leçon sur la puissance du loup à visage épineux. D'après son explication, nous apprenons que toutes les bêtes magiques sont classées en 3 systèmes de niveaux principaux basés sur leur niveau de force. Le cyclope et le démon loup à un œil d'avant tombent dans le niveau esclave. La catégorie la plus basse avec la puissance et la durabilité les plus faibles. Le niveau guerrier est le rang intermédiaire, avec cette catégorie exhibant des bêtes beaucoup plus grandes et plus fortes comme le loup à visage épineux. Contrairement aux créatures de rang inférieur, le monstre de 30 pieds peut vaincre des mages très puissants et a également la capacité de paralyser les humains par son regard. Naturellement, cela en fait un adversaire redoutable avec un taux de létalité élevé. La catégorie la plus élevée est le niveau commandant. Les créatures de cette classe ont la plus grande taille et se vantent de sentience, car leur intelligence est la plus élevée du lot. Comme leur nom l'indique, le niveau commandant a le pouvoir de donner des ordres à des créatures de niveau inférieur et peut également les utiliser comme garde en cas d'attaque. Alors que le groupe réfléchit à leur prochain mouvement, Mofan atteint la pharmacie à l'autre bout de la rue. Il découvre que le magasin semble abandonné, mais il repère et enquête sur un trou suspect à proximité. À l'intérieur, il voit un cyclope dévorant le propriétaire du magasin décédé, et esquive de justesse une attaque au laser de la créature. Quelques secondes plus tard, Mofan trouve l'agent hémostatique, et le prend en se dirigeant vers la sortie du magasin. Cependant, avant que le jeune mage ne puisse s'échapper, le cyclope sort du trou et se jette sur lui. Grâce à ses réflexes rapides, Mofan se baisse pour éviter le coup, faisant ainsi écraser le cyclope à travers une fenêtre. À l'instant où la créature à un seul œil atterrit à l'extérieur, un loup au visage épineux apparaît et dévore immédiatement le cyclope. Voyant cela, Mofan se cache dans le magasin et essaie de rester hors de portée du monstre. Malheureusement, le plan échoue car le loup au visage épineux repère Mofan par le toit et saute sur le bâtiment. En raison du poids insensé de la créature, le bâtiment s'effondre, ne laissant que des débris. Alors que le loup au visage épineux attaque le magasin, Mofan s'échappe par le système de drainage et utilise les égouts pour naviguer dans la ville sans être détecté. Il finit par revenir au groupe et livre le réactif hémostatique comme promis. Avec Xiaowu s'affaiblissant, Monsieur Zhu prend le médicament et applique rapidement celui-ci sur les blessures du mage pour arrêter le saignement. En un instant, la crème fait effet et guérit Xiaowu, rendant au mage du vent sa santé. Après ce long détour, le groupe est enfin complet et reprend son chemin vers la barrière de sécurité. À 1 kilomètre derrière l'équipe pionnière, le groupe en arrière, composé des autres étudiants et enseignants, se met en route. En chemin, il tombe sur le corps de Zhang, rend hommage à l'étudiant tombé. Pour honorer sa mémoire, le groupe décide d'emporter son corps et continue derrière l'équipe de pionniers. Ailleurs, l'un poursuit sa recherche de Mofan, tout en sauvant un maximum de civils. Le capitaine adjoint repère un garçon acculé par 2 monstres à dents de sabre, et lance une attaque d'eau pour étourdir les créatures. Le jeune garçon parvient à s'échapper grâce à l'attaque, tandis que l'un se retrouve seul face aux 2 monstres à dents de sabre. Alors que les créatures se préparent à bondir, l'un est rejoint par l'inspecteur Beiyong, un tuteur militaire de haut rang qui possède un loup comme animal de compagnie. Montant sur sa créature apprivoisée, Beiyong fait fuir les 2 monstres et sauve l'un. Quelques instants plus tard, l'inspecteur apprend par le capitaine adjoint que Mofan est avec le printemps sacré et rejoint la mission pour le trouver, alors que les 2 mages se dirigent dans des directions opposées. Dans la scène suivante, Mofan et le reste de l'équipe atteignent les périphéries de la ville et aperçoivent la barrière de sécurité. S'éloignant de leur destination, les mages croisent l'inspecteur Beiyong et l'informent des événements qui se sont déroulés au cours des dernières heures. Après l'échange, Beiyong tourne son attention vers Mofan et demande au mage de remettre la source sacrée pour la garder en sécurité. Bien que l'inspecteur soit un mage militaire de confiance, Mofan est méfiant de ses véritables intentions et refuse de la remettre. Au lieu de cela, il garde le pot et insiste pour le remettre à Zhang Kong, le commandant de l'armée.
En entendant cela, le visage de Bae-yong prend une expression malveillante alors que l'inspecteur déclare qu'il est un agent double travaillant pour la Curie Noire. Après cette révélation choquante, Bae-yong déclare la guerre au groupe mais tente d'abord une approche diplomatique. L'instructeur demande à Mo-fan de remettre la source sacrée, et promet de sauver la vie de ses amis en échange. Après réflexion, Mo-fan refuse l'offre car remettre la source sacrée à la Curie Noire entraînerait la destruction complète de la ville. Une fois que le jeune mage se révèle peu coopératif, Bae-yong devient violent et trace officiellement la ligne de bataille. Pendant ce temps, de l'autre côté de la barrière de sécurité, Ning-soo et Jo-han arrivent enfin à l'asile et reçoivent des soins médicaux. Alors que les blessures de Jo-han sont soignées, Ning-soo apprend que Mo-fan et les autres étudiants ont atteint les frontières de la barrière. Inquiet pour leur sécurité, le mage de glace se prépare à les sauver, mais Jo-han l'en empêche. Le père protecteur ordonne à ses gardes de surveiller Ning-soo et lui interdit de quitter les lieux. En infériorité numérique, Ning-soo abandonne et prie pour la sécurité de son ami. Du côté de la frontière, Bae-yong commence son attaque en invoquant une armée de bêtes noires. Ces créatures ressemblant à des singes avec une peau dure se ruent sur les étudiants pendant que Bae-yong envoie son loup de compagnie après Mo-fan. Prenant les mages par surprise, l'instructeur prend l'avantage, alors que son loup de compagnie cloue Mo-fan au sol. Zayo qui se déplace pour aider son ami, mais un noir. La bête se précipite rapidement vers lui et griffe son corps. Secoué par l'attaque, Zayo, qui est laissé sans défense, n'a pas le temps d'esquiver ou de riposter. Heureusement, Eiyu intervient et le sauve avec sa magie de l'eau, mais cela se fait au prix fort. Choisissant de sacrifier sa vie pour la sienne, Eiyu donne la priorité à la sécurité de Zayo et ne parvient pas à esquiver une attaque ennemie alors qu'un monstre noir la transperce de part en part, tandis que les autres mages repoussent les monstres noirs avec une série de libérations élémentaires. Zayo se précipite du côté de Eiyu. En lui délivrant un discours touchant, la fille blessée la remercie. Zayo qui la sauve des monstres à l'école. Eiyu exprime sa satisfaction d'avoir protégé Zayo qui, et peu après, murmure ces derniers mots alors qu'elle meurt enfin. Alors que le champ de bataille devient plus intense, Bae-yong crée davantage de bêtes noires, et envoie un flot incessant de créatures sur les mages. Réalisé que ses amis sont dans une situation périlleuse, Mo-fan devient sérieux et utilise sa magie de feu et d'éclair pour renverser le loup de Bae-yong et échapper à son emprise. Malgré la résilience de Mo-fan, le jeune mage regarde ses amis et réalise qu'ils sont massivement en infériorité numérique et surpassés par l'armée de Bae-yong. Cela l'incite à reconsidérer la proposition de l'instructeur alors que Bae-yong à nouveau offre d'épargner ses amis en échange de la source sacrée. Coincé dans une impasse, Mo-fan sort la bouteille et s'approche de l'instructeur pour la lui remettre. Cependant, au dernier moment, Mo-fan change d'avis et refuse de la rendre. Au lieu de cela, le double mage ouvre la bouteille et boit la source sacrée pour la conserver, ce qui horrifie Bae-yong. Quelques secondes plus tard, l'instructeur reprend ses esprits lorsqu'il décide de tuer Mo-fan et de récupérer la source sacrée dans son estomac. Avec cela, Bae-yong passe à l'attaque, mais Mo-fan lui rend l'appareil et assomme son loup avec une foudroyante frappe aérienne. Le double mage lance une seconde attaque contre Bae-yong, mais l'instructeur saute hors du chemin du danger et envoie quelques bêtes noires après Mo-fan. À distance, Mubei et Jumin, un mage de feu, repèrent les bêtes noires et attirent leur attention loin de Mo-fan. Tandis que les bêtes sont distraites, Mo-fan active la crémation et lance l'attaque contre les bêtes noires. Jumin imite également son attaque, et ensemble, le duo crée un ruissellement de feu brûlant qui incinère plusieurs bêtes noires. C'est à ce moment que le loup de Bae-yong se remet de la décharge électrique et attaque Jumin avec un projectile basé sur le vent. Cela prend la mage de feu par surprise et la fait s'évanouir. Peu après, le loup fixe son attention sur Mo-fan et le poursuit, avec des frappes de vent pendant que Bae-yong regarde à distance. Alors que la bataille continue, Monsieur Ju s'échappe du champ, et se faufile derrière Bae-yong pour une attaque surprise. Monsieur Ju utilise sa magie de lumière pour distraire l'instructeur, interrompant brièvement sa connexion avec le loup. Saisissant l'occasion, Mo-fan frappe l'animal avec une combinaison de feu et de foudre, pendant que Monsieur Ju se concentre sur l'élimination de Bae-yong. Adoptant une position défensive, l'instructeur invoque une autre bête noire pour annuler les attaques de Ju. Immédiatement, Mubei apparaît de nulle part, et se précipite vers Bae-yong avec une épée de glace. Pris par surprise, l'instructeur n'a pas le temps d'esquiver et est tué par le mage de glace. Avec la mort de Bae-yong, le loup de compagnie et toutes les bêtes noires disparaissent alors que le combat touche à sa fin. Dans l'après-bataille, l'équipe se regroupe autour de son corps sans vie et la pleure convenablement tandis que Tsuyo sanglote amèrement. Quelques minutes plus tard, un peloton militaire arrive sur les lieux et apprend l'allégeance de Bae-yong avec la Curie Noire. Cette révélation soulève une préoccupation majeure pour l'équipe, car il pourrait y avoir plus d'un agent double dans l'armée. En lançant une enquête, les officiers récupèrent le corps de Bae-yong pour une autopsie et escortent le groupe pionnier vers la barrière de sécurité.
Une fois que les étudiants arrivent au refuge sûr, Monsieur Zhu appelle les autres enseignants et leur ordonne de poursuivre leur voyage vers la barrière de sécurité. Des heures plus tard, les officiers pratiquent une autopsie sur le corps de Beiyong et découvrent que l'instructeur avait une bête noire putréfiée dans le cœur. Cette analyse confirme que l'instructeur était un membre de la Curie noire, membre et incite les officiers à signaler l'affaire à Jan Kong. Mo Fan rencontre également le commandant de l'armée et fait un rapport détaillé de tous les événements qui se sont déroulés depuis la source sacrée jusqu'à ce point. Alors qu'il raconte l'histoire, Jan Kong apprend que Mo Fan a bu de la source sacrée. Comme l'eau spirituelle était une puissante relique et un bien précieux, Jan Kong s'affole et déplore la perte de la source. Cependant, après réflexion, le commandant se ressaisit et réalise que cet accident a ses avantages. Après tout, avec la source sacrée disparue, le Courrier Noir ne peuvent plus mettre la main sur la relique puissante. Tandis que le commandant réfléchit à sa prochaine action, une équipe de mages militaires mène une mission de reconnaissance à travers la ville. La section découvre un essaim de créatures dans une rue ouverte et observe plusieurs bêtes patrouillant dans la zone. Sur le toit d'un gratte-ciel, les mages repèrent le célèbre Terralicus, un monstre de niveau commandant, avec de gigantesques ailes et des yeux rouges sang. Terminées leurs observations, l'équipe se prépare à se retirer et à rapporter leur découverte à la base militaire. Cependant, avant qu'ils ne puissent fuir les lieux, le Terralicus les repère à des centaines de miles. Sans avertissement, la créature énorme tire un laser, qui anéantit toute l'escouade en quelques secondes. La forte déflagration grille complètement les mages, et laisse derrière elle une traînée de cadavres sans vie. Malgré l'échec de l'escouade à rapporter ses découvertes, la nouvelle du Terralicus parvient au commandant Kong. En apprenant la présence de la méga-bête, Kong théorise que le seul moyen d'éliminer tous les autres monstres dans la ville est de tuer le Terralicus. Cependant, cela serait une tâche herculéenne car le Terralicus n'est pas seulement massivement fort mais est également entouré de nombreux loups au visage épineux. En tant que seul mage de niveau 3 de la ville, le commandant Kong est le seul qui a une chance contre le Terralicus. Malgré ses faibles chances, le commandant reste courageux et déclare la guerre contre la méga-bête. Accompagné des sorciers les plus puissants du royaume, Kong prend son envol et se dirige vers la bataille contre le Terralicus. Pendant que l'équipe s'en va, Mo Fan reste en arrière pour chercher un refuge pour son père et sa sœur. Le jeune mage se rend à l'unité de renseignement de la barrière et demande à un officier. Recherche dans la base de données les noms de sa famille. Malheureusement, ni son père ni sa sœur n'apparaissent dans le système, confirmant ainsi qu'ils n'ont pas réussi à entrer dans la barrière de sécurité. Alors que Mo Fan est encore en train de digérer la nouvelle, un inspecteur de l'armée entre dans la pièce et révèle des mises à jour importantes sur l'invasion des monstres. Écoutant en cachette, Mo Fan apprend que l'armée a enfin tracé le point d'entrée de la créature dans la ville. D'après les rapports, il découvre que les monstres avaient creusé un passage souterrain à travers les frontières de la ville et utilisaient le système d'égout pour accéder à la zone. Malgré cette nouvelle information, l'inspecteur a toujours du mal à trouver le point d'entrée exact, l'emplacement étant trop vaste et compliqué pour le système d'égout de la ville. Ayant entendu tout cela, Mo Fan réfléchit à des façons de restreindre leurs recherches et conçoit un plan pour aider. Grâce à son expérience avec les chasseurs de la ville, Mo Fan a rencontré quelques-uns des cyclopes dans certaines parties de la ville et a déduit les zones où ces créatures se trouvent. En partageant ses connaissances avec l'inspecteur, l'homme de l'armée appelle 2 autres chasseurs de la ville et utilise leur aide pour trouver l'entrée cachée du monstre. En vérifiant leurs enregistrements numériques, l'équipe repère les parties de la ville avec la activité la plus importante au cours des mois et se concentre sur une école secondaire locale. Malheureusement, cet endroit se trouve être le lycée de Xingxia, ce qui pousse Mo Fan à s'inquiéter encore plus pour son père et sa sœur. Ailleurs, le père de Mo Fan, Jayaxing, cherche son fils dans la ville. Dans les rues abandonnées, il aperçoit un corps sans vie, qui ressemble à Mo Fan et s'approche pour vérifier. En retournant le corps, le vieil homme réalise que ce n'est pas celui de son fils, soulagé. Cependant, la joie de Jayaxing est de courte durée alors que l'homme trébuche sur un monstre à dents de sabre et s'enfuit pour sauver sa vie. Après quelques mètres, Jayaxing atteint une impasse et regarde, impuissant, la créature se jeter sur lui. Heureusement, l'un apparaît juste à temps pour sauver le vieil homme de la bête attaquante. Invoquant un puissant jet d'eau, le chef adjoint envoie le monstre à dents de sabre dans les airs et le fait tomber au sol. Tombant lourdement, la créature s'écrase sur la route avec un bruit sourd et s'évanouit immédiatement pendant que l'un se précipite aux côtés de Jayaxing. Encore sous le choc, le vieil homme s'évanouit dans les bras de l'un, laissant le chef adjoint dans une position difficile alors que plusieurs bêtes envahissent la zone. Faisant honneur à sa promesse envers Mo Fan, l'un défend Jayaxing et sacrifie sa vie pour le protéger des créatures qui approchent. Des heures plus tard, Jayaxing est sauvé et emmené aux barrières de sécurité, où il retrouve Mo Fan. Comme prévu, père et fils sont soulagés de se voir et s'enlacent chaleureusement.
Bien que Mofan soit réuni avec son père, le mage s'inquiète pour sa sœur et se met en quête de la retrouver. Il accompagne les chasseurs de la ville et se joint à leur mission en dehors de la barrière. Inquiet pour sa sécurité, les camarades de Mofan le découragent de retourner en ville, mais le brave mage insiste pour partir et commence sa recherche de Xingxia. Ensemble, Mofan et les chasseurs de la ville montent dans une voiture et traversent les rues de la ville. Entre-temps, au lycée local, Xingxia et un groupe de survivants s'échappent des monstres et cherchent refuge dans un supermarché voisin. Bien que la zone soit actuellement sûre, le magasin est exposé et n'est pas protégé contre les monstres. Effrayés que les créatures puissent entrer, les survivants décident de quitter la pièce et de se diriger vers la barrière de sécurité. Comme les monstres rôdent dans les rues, le groupe choisit d'aller sous terre et d'utiliser le système d'égout. Hélas, ce plan est moins idéal pour la Xingxia handicapée car sa chaise ne pourrait pas franchir le terrain souterrain. Un camarade de lycée suggère qu'il se joigne à elle et porte Xingxia, mais les survivants refusent et la laissent tomber. Voyant cela, le camarade de lycée bienveillant offre de porter Xingxia seule, mais la fille handicapée refuse. Plutôt que de lutter, Xingxia se résigne à son destin et donne au garçon un bracelet, accompagné d'un message pour Mofan. Respectant sa décision, le garçon ramasse le bracelet et promet d'envoyer de l'aide avant de partir rejoindre les autres. À environ 1 mile du supermarché, Mofan et les chasseurs de la ville sortent de la voiture pour continuer leur voyage à pied. En explorant la zone, l'un des mages du vent du groupe crée un tourbillon et navigue dans les rues environnantes. En chemin, il se fait attaquer par 3 cyclopes, mais les repousse facilement avec une massive tornade. Quelques minutes plus tard, le sorcier dégagera un chemin sûr et revient vers le reste du groupe. Alors que les chasseurs de la ville naviguent dans les rues, Mofan entend un homme blessé crier depuis une ruelle. L'homme finit par atteindre la rue mais trébuche instantanément au sol et meurt. Perplexe, Mofan observe les rues environnantes et aperçoit le corps sans vie d'une fille. En examinant de plus près, Mofan découvre le bracelet de Xingxia sur son poignet et réalise que sa sœur doit être à proximité. En cherchant des indices, le groupe remarque des détails importants et les utilise pour comprendre d'où viennent les victimes. L'homme mort portait l'uniforme d'un supermarché, donc ils infèrent qu'il doit provenir du magasin local. Apercevant une traînée de sang provenant des égouts, Mofan réalise que les victimes inconscientes avaient essayé de s'échapper par les tunnels, mais étaient inconscientes, qu'elles marchaient droit vers la tanière du monstre. Comme Xingxia est handicapée, Mofan pense qu'elle n'est pas partie avec le groupe et se dirige immédiatement vers le supermarché. Tandis que les chasseurs de la ville continuent leur mission pour trouver l'entrée du monstre, Mofan fait un détour pour aller chercher sa sœur. Au supermarché, Xingxia attrape un couteau et se prépare à se défendre contre les monstres. Cachée derrière les allées du magasin, Xingxia découvre que des cyclopes ont envahi toute la zone. À quelques mètres des monstres, elle abandonne sa chaise roulante et se cache à l'intérieur d'un réfrigérateur proche. Après un moment, un cyclope, en train de faire le tour du périmètre, repère la chaise roulante et la détruit. Grâce à la température froide du réfrigérateur, Xingxia peut dissimuler sa signature thermique. Et cela s'avère utile car les cyclopes utilisent l'énergie thermique pour identifier leur cible. Heureusement, le geste désespéré de Xingxia lui achète un peu de temps, mais la fille handicapée a du mal à rester dans cet endroit froid, car la température du réfrigérateur est en dessous de 0. Quelques minutes plus tard, Mofan apparaît dans le parking du magasin et grille un monstre à proximité avec sa magie de foudre. Une seconde créature charge vers lui, mais Mofan évite l'attaque et entre dans le magasin par un trou dans la fenêtre. À l'intérieur, le mage double rencontre un homme masqué qui semble être un membre de la Courrier Noire. Mofan trouve immédiatement l'homme masqué familier et soupçonne qu'il pourrait être quelqu'un de son passé. Confirmant ses soupçons, l'homme anonyme jette son masque et révèle qu'il n'est autre que Yuang, le mage que Mofan a défait lors du tournoi de la source sacrée. En y regardant de plus près, Mofan réalise que la moitié du visage de Yuang est défiguré et s'enquiert à ce sujet. Racontant l'histoire derrière sa cicatrice, Yuang révèle qu'il a été précédemment envoyé par la Curie Noire pour voler la source sacrée. Cependant, pour accéder à la relique protégée, il devait battre Mofan dans un combat. Malheureusement, comme le mage de glace a été défait lors de leur duel, il a perdu la chance de visiter la source sacrée et a été puni par les hauts fonctionnaires de la Curie Noire. Cette pénalité a conduit à la cicatrice de Yuang, qui a finalement accru le mépris de l'Ice Mage pour Mofan. Cherchant à se venger, Yuang attaque le mage double et se vante d'un pouvoir nouvellement acquis. Contrairement à leur match précédent, Yuang n'utilise pas sa magie de glace mais invoque une armée de bêtes noires pour exécuter ses ordres. Submergé par le nombre de créatures, Mofan se précipite et lance une attaque de feu à distance. Malgré la frappe enflammée, les bêtes noires ne sont pas perturbées et poursuivent rapidement le mage double pendant que Yuang observe de loin. Pour éviter les bêtes noires, Mofan court jusqu'en haut d'une téléportière et assomme les monstres avec une décharge de foudre. Cette attaque parvient à les retenir, mais il est évident que la magie actuelle de Mofan est trop faible pour vaincre une telle horde.
En observant le combat, Yuang reçoit un appel d'un membre de la Curie Noire qui demande son attention à l'extérieur. L'appelant révèle que les chasseurs de la ville ont localisé le point d'entrée des monstres et demande à Yuang de les aider à les vaincre. Suivant les ordres, Yuang laisse ses bêtes noires s'occuper de Mofan pendant qu'il quitte le magasin pour rejoindre son collègue. Au premier étage, Mofan est toujours en train de combattre les bêtes noires et finit par être acculé dans un coin. N'ayant pas d'autre moyen d'échapper, le mage double entre dans la salle de surveillance du magasin et verrouille la porte derrière lui. À l'intérieur, Mofan voit des images en direct des caméras du bâtiment et aperçoit Xingxia sur l'un des moniteurs. Avec sa sœur en danger, Mofan décide de vaincre les bêtes noires et de sauver Xingxia dès que possible. Dans sa quête pour atteindre le statut de nébuleuse, le mage double concentre tout son pouvoir sur son amulette et essaie d'accéder à la source sacrée en lui. Grâce à l'aide de l'amulette, Mofan absorbe le printemps sacré et atteint finalement le statut de nébuleuse. Une fois qu'il a acquis ce nouveau pouvoir, le mage double utilise le livre des cartes astrales pour augmenter ses capacités. Maintenant submergé par l'énergie magique, Mofan enveloppe son corps entier dans les flammes et se prépare à la bataille. En un éclair, les bêtes noires brisent la porte et se ruent au combat contre le mage amélioré. Une fois à l'intérieur, les bêtes perceptives ressentent instantanément un changement de pouvoir chez Mofan, et sont déconcertées par son nouveau statut de nébuleuse. Sans perdre de temps, Mofan utilise le livre des cartes astrales pour amplifier ses pouvoirs et balaie 3 bêtes noires avec une seule frappe de feu. Voyant cela, les créatures survivantes essaient de se faufiler derrière Mofan et lancent une attaque surprise. Cependant, leur plan échoue alors que le mage talentueux riposte, avec un sort de foudre qui les neutralise facilement. Pendant que Mofan combat les créatures restantes, Xingxia reste à l'autre bout du magasin. Après avoir été cachée dans le frigo pendant plusieurs heures, la fille handicapée ne peut plus supporter la température glaciale et décide de changer de place. Utilisant ses bras et son torse pour se déplacer, Xingxia sort le frigo et roule dans les allées du magasin. Elle se cache derrière une étagère voisine mais est bientôt trouvée par un cyclope errant. Pour se défendre, Xingxia sort un couteau et plonge dans l'œil du monstre tout en s'échappant. Le cyclope blessé pousse un cri fort, ce qui alerte les autres alors que 2 autres cyclopes arrivent sur les lieux. Cependant, au lieu d'attaquer Xingxia, les monstres cannibales se concentrent sur le cyclope blessé et le dévorent brutalement. Profitant de cette opportunité, Xingxia s'enfuit de l'allée et roule sous une étagère pour éviter les monstres restants. Après que les cyclopes ont fini de manger leur propre espèce, ils se tournent vers Xingxia et essaient d'atteindre sous l'étagère. Heureusement, Mofan arrive juste à temps pour arrêter les créatures et les réduit en cendres. Le mage double aide Xingxia à sortir de sa cachette, mais la sœur handicapée s'évanouit immédiatement dans ses bras. En sentant la température de son corps, Mofan réalise que Xingxia est gelée et invoque un anneau de feu pour la réchauffer. Au bout de quelques secondes, la température de Xingxia se normalise tandis que la sœur rétablie reprend conscience et serre Mofan dans ses bras. Maintenant réunis, le mage double ramène Xingxia's bracelet et jure de toujours la protéger. Après la réunion émotive des frères et sœurs, Mofan porte sa sœur hors du magasin et tombe sur plusieurs démons loups dans le parking. Sentant la magie de la carte des étoiles de Mofan, les monstres de faible puissance reconnaissent qu'ils ne sont pas de taille face aux sorciers de la nébuleuse et l'évitent intentionnellement. Épuisés, Mofan et Xingxia s'assoient sur un banc à proximité pour retrouver leur force et rattraper le temps sur leur vie respective. Pendant qu'ils se reposent, Mofan parle à Xingxia de son voyage au supermarché et révèle que les chasseurs de la ville recherchent actuellement l'entrée secrète du monstre. Bien que Mofan s'inquiète pour la sécurité de son ami, il priorise Xingxia et décide de la déposer à la barrière de sécurité. Alors que le mage nébuleux se lève, il ressent une douleur aiguë dans son bras causée par une blessure de bataille. Essayant de soulager la blessure de son frère, Xingxia place sa main sur la tache de sang et appuie fort pour arrêter la guérison. Juste au moment où la peau de Xingxia entre en contact avec la blessure de Mofan, quelque chose de miraculeux se produit alors que sa main commence à briller. En quelques secondes, le bras de Mofan guérit complètement, avec le mage retrouvant instantanément toute sa force. Essayant de comprendre ce qui s'est passé, Mofan théorise que sa sœur pourrait être une mage guérisseuse. Cette révélation est incroyablement choquante, car aucun sorcier dans l'histoire n'a jamais eu la capacité de guérir les autres. Ravi des nouvelles capacités de Xingxia, Mofan fait faire une ronde à sa sœur et la complimente pour ses compétences uniques. Maintenant complètement rétablie, la mage nébuleuse place Xingxia sur un vélo à proximité et se dirige pour la déposer dans la barrière de sécurité. Au milieu du trajet, Mofan freine alors qu'il rencontre un loup à face épineuse au milieu de la rue. Bien que Mofan ait atteint le statut de nébuleuse, sa force reste plus faible que celui du monstre de niveau guerrier. Conscient de la différence de puissance entre eux, Mofan ne s'arrête pas pour combattre et pédale dans la direction opposée. Le loup à face épineuse les poursuit, mais le duo parvient à s'enfuir et se cache dans une ruelle voisine.
Dans le lycée local, les chasseurs de la ville finissent par arriver à leur destination et localiser le point d'entrée du monstre. Sur le terrain de jeu de l'école, les mages rencontrent un survivant et le sauvent d'un cyclope envahissant. Quand la créature de niveau esclave repère les mages, elle pousse un cri de détresse, demande de renfort. Voyant cela, les chasseurs de la ville se mettent au travail et lancent une attaque pour vaincre le cyclope, et sceller le point d'entrée en un seul coup. En combinant leurs libérations élémentaires, les sorciers renvoient le cyclope dans le tunnel souterrain et font une grande pierre pour sceller l'entrée. Malgré leur pouvoir fusionné, les chasseurs de la ville échouent à bloquer correctement l'entrée car plusieurs monstres brisent la pierre et émergent à la surface. Les chasseurs de la ville sont stupéfaits de voir les créatures émergentes mais ne perdent pas de temps à les attaquer alors qu'une bataille acharnée s'ensuit. Les mages détruisent une poignée de monstres, mais cela ne fait guère de différence car plus des créatures émergent des tunnels souterrains. Quelques minutes plus tard, la Curie Noire arrive sur les lieux alors que Yuang et son collègue défient les chasseurs de la ville en duel. Yuang initie l'attaque et lance une série de cristaux de glace sur les chasseurs. Fort de tonnes d'expérience en combat, les mages évoquent immédiatement plusieurs roches pour bloquer la glace et enchaînent avec une contre-attaque. Ils ripostent avec une combinaison de feu, de vent et de glace et poussent facilement les membres de la Curie Noire à une position défensive. Yuang forme un mur de glace pour bloquer l'attaque entrante, mais la frappe collective des chasseurs égalise sa magie. Submergé par les chasseurs de la ville, le partenaire de Yuan abandonne le combat et tente de s'enfuir. Il parvient à s'éloigner de quelques pas mais est rapidement atteint par une attaque de glace lancée par l'un des mages. Avec son partenaire à terre, Yuan devient désespéré et invoque une armée de bêtes noires pour équilibrer le champ de bataille. Malgré les renforts, les chasseurs de la ville défient facilement les créatures et neutralisent Yuan avec une puissante explosion. Alors que la bataille du lycée prend fin, une autre commence dans la ville lorsque le commandant Kong et ses mages soutenus affrontent le Terralicus et ses sbires. Avant que les soldats ne puissent atteindre le Terralicus, le maître des bêtes envoie une immense armée de loups à face de épines et de cyclopes à leur poursuite. Comme le commandant Kong a besoin de 100% de son énergie pour affronter le Terralicus, le reste de l'équipe s'occupe des créatures inférieures. Les puissants mages combinent leurs pouvoirs élémentaires et dégagent avec succès un chemin sûr pour le commandant. Bien que les mages soient parmi les guerriers les plus puissants du royaume, les loups à face de épines sont tout aussi forts. En conséquence, les deux camps sont complètement anéantis, laissant le Terralicus et le commandant Kong comme les seuls survivants de la bataille. Déterminé à venger ses coéquipiers tombés, Kong s'envole dans les cieux et porte plusieurs coups au leader du monstre. Après être passé en mode défensif, le Terralicus change de tactique et envoie une onde sonore qui assomme Kong et le repousse en arrière. Rapidement rétabli, le commandant retourne dans les cieux et active son mouvement signature, la magie des signes. Contrairement à la magie des cartes stellaires, cette capacité augmente les pouvoirs d'un sorcier de sang-foi et lui permet d'atteindre un niveau surnaturel avec presque aucune limite. Avec sa magie des signes activée, le commandant Kong lance le sépulcre céleste. Une magie de grade S basée sur le feu qui envoie des centaines de flammes depuis le ciel vers l'adversaire. Tandis que le Terralicus utilise ses ailes pour se protéger du feu, le commandant Kong charge la bête et entre en collision avec elle dans une attaque frontale. La collision des deux titans génère une énorme boule de feu, englobant les deux et les consumant. À des centaines de kilomètres de là, Mofan et Xingxia continuent leur course vers la barrière de sécurité et repèrent les immenses explosions du commandant Kong. Voyant cela, Mofan devient encore plus inquiet pour les chasseurs de la ville et prend un dé à terre pour vérifier sur eux. Arrivé au lycée, le mage Nébuleuse découvre que le groupe a vaincu. Yuang met à utiliser toute leur force dans le processus. Avant que les chasseurs n'aient le temps de célébrer leur victoire, un loup à face épineuse apparaît et se prépare à dévorer les mages affaiblis. Avec ses amis en danger, Mofan se précipite et affronte courageusement la créature de niveau guerrier. Malgré sa moindre puissance, le mage Nébuleuse lance une flamme de carte céleste qui parvient à repousser le loup à face épineuse de quelques pieds. Heureusement, la créature recule dans le point d'entrée et atterrit avec un lourd bruit, provoquant une avalanche qui scelle le trou. Avec le Terralicus vaincu et l'entrée du monstre scellée, la ville est enfin sauvée lorsque les mages poussent un soupir de soulagement. Dans la scène finale, Yuang se rétablit et observe Mofan de loin. Comprenant qu'il ne peut pas vaincre le mage Nébuleuse, Yuang se retire mais jure d'avoir sa revanche un jour en retournant au siège des Curieux Noirs. Merci de regarder. Si vous avez aimé ceci et voulez en voir plus, assurez-vous de liker et vous abonner à la chaîne avec les notifications activées pour ne jamais manquer une vidéo future, et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.